J'ai donc simplement apporté la 6e édition de médecine tropicale. Je crois qu'il est paru en 2012 et vous comprendrez pourquoi le professeur Marc Gentilini sur le domaine de la médecine tropicale et des maladies infectieuses est incontournable et que c'est pour nous un honneur, un grand plaisir. Quand je dis un honneur, c'est vraiment un honneur de t'avoir ce soir. Le virus Ebola, pour la première fois en 1976, entre le sud Soudan et le nord Zaïre, autour d'une petite rivière qui s'appelait Ebola. Le virus de la dengue, qui est l'un des plus fréquents dans le monde actuellement, en 2000. L'apparition des formes graves et des formes hémorragiques mieux connues à partir de cette date. Le SRAS, qui a fait la fortune de Mme Margaret Chan et qui lui a valu son poste à l'OMS parce qu'elle avait bien géré, soi-disant, le SRAS en Asie. Le chikungunya, qui a défrayé la chronique à La Réunion en particulier. La grippe H1N1, dont je ne dirai rien, mais dont je pense beaucoup. Et cette apparition en 2014 du virus Ebola. À vrai dire, le premier cas en Guinée est apparu en décembre 2013. Et il n'a pas été repéré, on ne s'en est pas aperçu. Et l'infection à virus a commencé à se disperser sur le cliché suivant. Et c'est pour vous montrer simplement que la zone verte que vous devinez sur cette mauvaise image, c'est la zone de forêt. Et que toutes les épidémies à virus Ebola sont des épidémies de forêt. Et il n'y a pas pour l'instant d'épidémie à virus Ebola dans la région du Sahel ou de la savane. C'est la région de forêt, le Zaïre, le Sud-Soudan. Et aujourd'hui, sur l'image suivante, nous allons voir mieux la répartition des différents États africains. C'est la côte occidentale de l'Afrique qui est atteinte. Suivante, vous voyez l'importance de la démographie dans la zone qui est infestée et qui est dominée par, évidemment, le Nigeria, qui pour l'instant n'est pas encore réellement atteint, sauf quelques cas, mais qui, s'il l'est, alors ce sera dramatique. La suivante vous montre quelque chose de très important qui caractérise cette épidémie, cette infection. C'est qu'elle tue, le virus est le plus tueur des virus. Il ne tue pas à 100%, parce que le seul virus qui tue à 100% quand la maladie est déclarée, c'est le virus de la rage. Tous les autres virus, vous pouvez espérer vous en sortir. Là, c'est un mort sur 2 sujets atteints, environ. Mais ce qui est particulier et qui était très caractéristique de la première épidémie de 1976, c'est que le virus tuait des blancs, des religieux, des soignants. Et ces 3 groupes qui étaient considérés comme, par nos amis africains comme plutôt protégés ou plutôt bénéficiant de moyens pour se protéger, eh bien, leur disparition a sidéré les populations. C'était des religieuses italiennes pour l'épidémie de 1976 qui ont été tuées, les premières, parce qu'elles soignaient. C'est une maladie qui tue d'abord les soignants. Et c'est ce qui est dramatique actuellement, en particulier dans l'épidémie à virus Ebola en Afrique, c'est que le virus est en train de tuer les ressources humaines insuffisantes dont pouvait disposer le continent et qu'il va falloir rapidement, après la fin de l'épidémie, réparer cette catastrophe. Là, c'est une image très particulière. Ce sont des frères de Saint-Jean-de-Dieu qui tenaient un hôpital à Monrovia et en Sierra Leone, qui ont été tués. Les 3 sont morts par le virus très rapidement au début. C'est le visage, je crois, du prêtre qui a été rapatrié en Espagne et qui est mort en Espagne. Et c'est important parce que l'hôpital de Monrovia qu'il tenait a été fermé, celui de Sierra Leone également. Sur l'image suivante, nous voyons le déroulement de cette épidémie. Un virus dont je ne vous décrirai pas les caractéristiques, ça n'a aucune espèce d'importance ce soir, mais il est
il est un virus chez la chauve-souris, où il est réservoir, la chauve-souris est son réservoir, elle est résistante, bien sûr, c'est pour ça qu'elle est un réservoir qui dure, et la chauve-souris, il existe 3 types de chauves-souris, des chauves-souris insectivores, des chauves-souris hématophages et des chauves-souris frugivores. Ce sont les chauves-souris frugivores et les fruits souillés également, qui sont les agents de transmission du virus contenu à l'intérieur de la chauve-souris, qui n'en meurt pas, mais qui est un disséminateur redoutable. Alors, elle rencontre un homme sain qui devient un homme malade, lequel est contaminant, et il devient, si la maladie se développe, un homme mort qui est aussi contaminant, ce qui entraîne une protection autour des cadavres et une dissémination dans les familles qui sont autour de leur mort. Donc, on estime à 3000 à fin septembre le nombre de décès dus à ce virus, et on pense que fin octobre, il y aura 10 000 morts. Suivante. Alors, que s'est-il passé en Guinée? Eh bien, l'épidémie est apparue dans la Guinée forestière et autour de Macenta, par exemple. Dans cette Guinée forestière, il y a eu beaucoup de malades. Certains se sont échappés, on en a évacué vers Conakry-Ville. Catastrophe. C'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Et dans Conakry-Ville, on a fait mieux. On a pris le CHU principal de la ville et on y a mis un hôpital provisoire dans la cour, de sorte que les personnels soignants sains n'ont plus voulu venir dans cet hôpital potentiellement infectable. Et deuxièmement, les populations qui étaient soignées dans tous les services ont déserté aussi la surface de Donka. Donc, Conakry-Ville, CHU, hôpital qui s'appelle un centre de traitement Ebola, CTE. Moi, j'avais inventé avec les collaborateurs du service le CTA pour le sida. Là, ce sont des CTE, centres de traitement Ebola. C'est un mensonge, parce qu'il n'y a pas de traitement. Donc, on ne peut pas dire que c'est un centre de traitement. Et même pas pour le sida, il y avait au moins le traitement des maladies opportunistes avant l'arrivée des antirétroviraux. Mais là, il n'y a pas de traitement disponible, en tout cas. On verra qu'on peut en rediscuter dans un instant. Et de là, le virus peut diffuser vers les États voisins et diffuser vers les autres continents. L'inquiétude que la communauté internationale affiche actuellement, ce n'est pas une inquiétude tellement pour l'Afrique, parce que quelques dizaines de morts de plus, ce n'est pas dramatique, et c'est vrai, au point où en est l'Afrique. Mais c'est le fait que le virus puisse franchir les continents. Et ça, vous avez vu les plus grandes voix prendre la parole. Barack Obama l'a dit, je crois que j'ai une citation tout à l'heure, je le reverrai. Mais sur l'image suivante, un mot de la clinique quand même. L'incubation, elle est étendue 2 à 21 jours, plutôt 8 à 10. Mais la quarantaine qui caractérisait autrefois la mise à l'écart de tous ceux qui étaient suspects de porter une maladie pestilentielle ou quarantenaire, la quarantaine est donc étendue à 21 jours. Tant qu'on n'a pas passé le cap de la 3e semaine, on est considéré comme pouvant être infecté et faire la maladie. Les symptômes, c'est pas la peine de les retenir, c'est n'importe quoi. C'est la fièvre, bien sûr, qu'on teste dans les aéroports sur la tempe des gens qui prennent l'avion à partir de Conakry, par exemple, mais c'est n'importe quoi. C'est ça qui est trompeur. Ce sont des douleurs, ce sont des troubles digestifs, et puis c'est peut-être un syndrome hémorragique après. Mais il y a une seule question à retenir, une seule question à poser, et qui est vraie pour cette maladie, comme elle l'est pour le paludisme et pour d'autres affections. Avez-vous effectué un séjour en Afrique? Pour ne pas l'avoir posé, pour ne pas avoir attendu la réponse du patient à Dallas, les Américains ont commis une énorme gaffe.
Ils ont vu ce malade qui venait de Libéria consulter pour de la fièvre, pour un malaise. On lui a dit « rentrez chez vous ». Donc il a dispersé potentiellement son virus à tout l'entourage. Il faut faire maintenant une enquête des plus détaillées pour retrouver tous les sujets contacts. Suspect à isoler d'urgence. Personnes soignantes à surveiller. Ce sont les plus exposés. Mais il ne faut pas pour autant oublier ce qu'on fait habituellement depuis le début de la maladie et qui explique une grande partie de la mortalité qui aurait pu être réduite. Il ne faut pas... Ça, c'est un virus. Oublier de nourrir et de réhydrater le patient. Un des collaborateurs de l'Opals fait remarquer régulièrement que si on réhydrate les patients, le docteur Tuntradmin, si on réhydrate les patients, la mortalité sans traitement passe de 50 à 55% jusqu'à 15%. Or, prendre des malades suspects, les placer sous une tente au milieu d'un CHU, leur interdire toutes les visites, ne pas se préoccuper par le danger encouru en les fréquentant, de leur donner à manger, et encore moins de les réhydrater, c'est faire de ce centre de traitement un mouroir. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Quand le président Alpha Condé est allé aux États-Unis ces jours-ci pour parler de toutes ces questions avec d'autres chefs d'État, j'ai reçu un coup de téléphone, comme François Bricaire également, qui nous demandait un appui pour en finir avec ce centre à l'intérieur du CHU de Donka et mettre un centre à la périphérie de la ville, comme le faisaient nos aînés, un lazaret hors les villes, des pestiférés hors les villes. Et c'était la meilleure façon de se protéger, de protéger la population encore saine. Né contagieux, ça c'est aussi à retenir. Le sujet qu'à l'apparition des symptômes, pas avant, pendant la période d'incubation, avant que les symptômes n'apparaissent, il n'est pas contagieux. Donc ça rassure un peu les équipages. Je suis parti au mois de mai, le 8 mai, à Conakry. Et j'ai pris l'avion Air France. Je me disais, c'est un vol direct Paris-Conakry. Pas du tout. Paris, on descend à Dakar. Et à Dakar, pourquoi? Parce que l'équipage d'Air France ne voulait pas coucher à Conakry. Donc l'équipage embarqué à Roissy a été débarqué à Dakar, on a pris un autre équipage et on est allé jusqu'à Conakry. L'équipage qu'on a repris n'a pas couché à Conakry, il est reparti immédiatement pour Paris. Les équipages d'Air France voulaient bien assurer les vols, ce qui était déjà assez méritant, mais ne voulaient pas coucher à Conakry. Et le taux d'occupation des lits dans Conakry actuellement, ce qui est une catastrophe au point de vue économique, est de 12%. Le dépistage, pour prouver qu'un malade suspect est atteint par le virus Ebola, se fait par ce test. La PCR, dont vous avez le libellé, le polymérase réactive, et il y a une façon par cette technique de mettre en évidence le virus plus facilement que par d'autres techniques. Mais il ne faut pas oublier les autres tests de laboratoire, car une numération formule sanguine, quelques autres tests sont indispensables. On a vu des malades suspects d'Ebola être mis à part et mourir finalement d'une appendicite, d'une péritonite appendiculaire, parce qu'on n'avait pas fait d'examen particulier, on les suspects, donc à l'écart. La suivante, la létalité, je vous l'ai dit déjà, c'est entre 50 et 54%, donc en gros c'est 1 sur 2. Et il y a un modèle épidémiologique qui consiste à regarder le taux de reproduction du malade. Si un malade fait un malade de plus, mais pas plus, c'est plutôt bon signe. S'il fait un malade et demi ou 2 malades, alors là c'est très mauvais signe et l'épidémie risque de s'emballer. La suivante, je voudrais rappeler que c'est une crise sanitaire, certes, bien sûr, et la létalité, on vient de la voir. C'est une crise médiatique parce que, encore ce soir, j'ai fait acheter Le Monde, il y a encore un article sur Ebola. Et cette crise sanitaire, cette crise médiatique
est aussi une crise sociale. Quand vous isolez un malade en lui donnant, en ne s'occupant pas de ce que va devenir sa famille, c'est lui qui ramène l'argent, c'est lui qui travaille, et il n'y a plus personne pour nourrir la famille. Donc on ne s'étonne pas qu'il y ait eu des révoltes violentes, des lynchages dans le sud de la Guinée contre des agents de l'État et contre des agents sanitaires. On ne s'étonne pas, mais on le déplore. C'est une catastrophe économique. Je vous ai dit, voici la chute prévue de 2,5 points du PIB pour tous ces pays atteints, qui sont pour l'instant essentiellement au nombre de 3. C'est la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Économique, certes, religieuse aussi, parce que le pèlerinage de la Mecque a été contrôlé difficilement. Mais par exemple, la Guinée a accepté qu'il n'y ait pas de départ de ses concitoyens pour la Mecque cette année, en espérant que le quota de l'année prochaine sera augmenté. Politique, menace pour les pouvoirs locaux, certainement. Et ça, c'est la phrase d'Obama que j'ai évoquée tout à l'heure. Il a dit « c'est une menace potentielle pour la sécurité mondiale si les pays touchés s'effondrent économiquement. » Suivante. Alors, ça, c'est un dessin que je n'ai pas signé, mais que j'ai réalisé, pour vous montrer la Guinée en forme de besace. Elle tient un peu, elle enserre en quelque sorte la Sierra Leone et le Libéria. La Guinée, c'est, je crois, 12 millions d'habitants, la Sierra Leone, 6 millions, et le Libéria, ça doit faire 3 millions à peu près. Et vous voyez la région en vert forestière, avec Macenta et le sud de la Guinée qui est encore plus atteint, et Conakry sur la côte. Mais ce qui est important, c'est de voir les pays qui entourent la Guinée et qui sont donc exposés au risque d'une diffusion. Fin novembre, il y a l'élection du successeur d'Abdou Diouf à la présidence, au secrétariat de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est très important. Bon, et ça a lieu à Dakar. C'est programmé pour Dakar. Mais on ne sait pas, à l'heure où nous sommes réunis, on ne sait pas si cette réunion très importante va s'y tenir. Parce que il est possible qu'on décide de renvoyer tout le monde, par exemple à Paris, pour éviter que les gens venus d'ailleurs contaminent les Sénégalais. Et là, je voudrais donc vous faire remarquer qu'il y a la Guinée-Bissau, GB, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire. Le président de la Côte d'Ivoire, que connaît bien Alain et son épouse, sont très inquiets, et Nathalie, sont très inquiets sur la possibilité d'extension de l'épidémie à la Côte d'Ivoire. Il y a eu autrefois un sujet. Ça a fait un mort en Côte d'Ivoire, mais ça fait beaucoup de bruit. La suivante, et nous allons... Ça, c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui, le cumul des cas confirmés, probables et suspects. Vous voyez déjà que mélanger tout ça, on ne sait pas très bien où on en est. Combien de cas confirmés vrais y a-t-il dans tout ça? J'en sais rien, mais ce qui compte, c'est de regarder les 4 courbes, dont une est plate, celle du Nigeria en violet en bas, à ras de terre. Et en rouge, c'est le Libéria avec une montée prodigieuse, exponentielle, et vous avez en jaune la Sierra Leone et en bleu la Guinée. En Guinée, ça ne va pas trop mal. Ça pourrait être maîtrisé assez vite. La suivante. Alors, un mot du traitement ou des tentatives de traitement. Mesures d'hygiène individuelle et communautaire indispensables. Vous voyez la tenue de cosmonautes décrite dans la presse, et parfois les voitures sillonnent Conakry et avec un mort à bord, 4 personnes habillées de la sorte aux 4 coins du véhicule, ce qui n'est pas fait sirène hurlante pour rassurer la population. Et vous avez 2 vaccins qui sont à l'étude. C'est un grand espoir. Ce sera certainement facile, en tout cas plus facile que pour le virus du sida. C'est, au point de vue thérapeutique, un malade qui est soit incubé, on essaie n'importe quoi dessus,
c'est le cas actuellement. On nous a dit que la française à Bégin était guérie. On n'en sait rien. On ne sait pas si elle était réellement malade, au point d'en mourir. Elle a reçu des médicaments qu'on pouvait lui administrer, c'est une très bonne chose, mais peut-être qu'elle aurait guéri spontanément. Et il y a donc ou bien un malade Kobe, ou bien un malade laissé pour compte. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Du sérum de convalescence, du sang de malade guéri, l'OMS a donné son accord pour cela, des sels de magnésium. J'ai reçu des informations de gens qui me disent le sel de magnésium guérit du virus Ebola, n'importe quoi, l'interféron en pratique. Il y a 3 médicaments. L'interféron, il fallait le retirer. Joseph, on a oublié de le retirer en bas. Oui, c'est dommage, mais ça n'a pas aucune espèce d'importance. Donc ces médicaments qui sont assez rares, avec le médicament japonais qui est le plus disponible, mais depuis ce matin, il y en a un autre, qui est le 3TC, qui est un médicament qu'on utilisait dans la lutte contre le sida, qu'on a utilisé très largement dans le service, et l'épivir, et qui a peut-être, parce qu'un médecin africain, qui n'avait rien d'autre à proposer à ses malades, s'est servi des médicaments du sida qu'il avait sous la main, et qui était devenu maintenant une affection au second rang par rapport à l'actualité, et il semble qu'il ait guéri une dizaine de patients. Et Peter Piot, que quelques-uns parmi vous connaissent, qui a été le premier président patron de ONU-SIDA, et que je connais bien, et qui a été le premier sur l'épidémie du virus Ebola en 1976, qui est co-découvreur du virus. Peter Piot lui-même trouve que l'expérience est intéressante et qu'elle devrait être poursuivie. Voilà, suivante. Vous avez des différentes images de la façon dont il faut se protéger. La petite Française qui a été hospitalisée à l'hôpital Bégin était arrivée depuis 15 jours. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'erreur de manipulation, mais enfin, quand on se protège bien, on n'est pas infecté. La suivante, c'est la dernière. Eh bien, je vous remercie. Mais donc, il faut retenir que c'est une affection en plein développement, mais que ce n'est tout de même pas une catastrophe internationale comme on essaie de nous en faire part actuellement, et qu'il faut rester, garder la tête froide. Est-ce que tu verrais un risque de dérive et de... Parce que quand on voyait ta carte personnelle à la fin, suppose que le Mali soit atteint. Comment est-ce que les autorités, dans le chaos actuel, pourraient agir et avoir une action quelconque? Je trouve qu'il y a moins de chaos au Mali qu'en Centrafrique. Le vrai problème, c'est si ça arrivait en Centrafrique, là, je ne sais pas comment on pourrait s'en sortir, et je pense même qu'on ne pourrait pas s'en apercevoir, parce que à travers ce qui se passe, on ne sait plus qui est malade, qui a droit à un traitement, quel malade atteint de sida a droit à... Non, c'est catastrophique. Donc, le gros danger, c'est en effet que le virus franchisse les frontières, mais il pourrait le faire très facilement. Aucun virus ne sait reconnaître une frontière ou ne sait la respecter. Il faut l'interdiction de sortie n'est pas une bonne technique, de même que l'interdiction de vol. Ce n'est pas une bonne technique pour les virus. On nous dit c'est pas un virus tellement contagieux, je mets entre guillemets, hein, et tu vois un scaphandre avec une allure quand même pas banale. Donc est-ce que tu peux nous rappeler les modes de contamination? On dit que c'est par contact, c'est pas par voie orale. Pourquoi alors est-ce qu'on met une bavette? Donc tout ça, je pense que les scaphandres que l'on voit participent à l'ambiance de peur. Oui, mais bon, c'était la même chose au Moyen-Âge. Hein. C'était quand on voyait arriver ceux qui luttaient contre la peste, ils étaient masqués de la même façon. Ils avaient déjà, on n'a rien inventé. Hein, puis ils aspergeaient tout ce qu'on pouvait, pas seulement de l'eau bénite, mais des produits divers. Et je crois que il faut accepter cette mascarade,
mais il faut l'expliquer. Il y a eu un gros problème de communication insuffisante vis-à-vis des populations. Dans un organigramme que la Croix-Rouge a préparé, il y avait beaucoup de gens mobilisés pour le centre de Macenta, dont la Croix-Rouge française va être chargée, mais il n'y avait pas sur cet organigramme, ce que je regrette, il y avait un psychologue ou un anthropologue, un sociologue, enfin des machins, mais il n'y avait pas le représentant des populations locales. Et ça, s'il n'y a pas le représentant, la coopération de la population, on ne peut pas obtenir ce qu'on cherche à obtenir. C'est très très important. Et c'est bien de soigner psychologiquement les expatriés qui vont se trouver là-bas, c'est bien de leur apporter un peu de tendresse, de calme, mais ce n'est pas le but de l'opération. Il faut leur rappeler que quand on fait l'humanitaire, il y a un risque encouru. Ah oui, le mode de contamination. Le mode de contamination n'est pas respiratoire. C'est ce qu'il faut retenir. C'est ça. Contrairement à la grippe. Bon, la grippe, c'est très facile à diffuser parce que la contamination est respiratoire. Mais là, il n'y a pas de contamination respiratoire. Il y a une contamination par tout ce qui coule. Le sang, la salive, la sueur, le sperme, n'importe quelle sécrétion, c'est un sujet vivant et même sur un sujet décédé. Donc il faut faire très très attention, il ne faut pas toucher ces sécrétions. L'urine, bien sûr, et les aliments recrachés, tout ce qui a été en contact direct avec le sujet, ça peut être les vomissements. Mais c'est relativement facile à contrôler. Si c'était une contamination respiratoire, ce serait vraiment catastrophique compte tenu de la virulence d'Ebola. Bon, écoutez, il mute un peu tout le temps, comme le virus du sida, et c'est une difficulté auquel sont confrontés les virologues qui commencent à s'occuper de ce virus. Mais pas du tout de la même façon. Donc c'est pour cela qu'on a l'espoir de pouvoir mettre au point un vaccin assez rapidement. Mais il peut, ce virus, changer. Du reste, il a déjà changé. Le virus de l'épidémie de 1976 n'est pas le virus de l'épidémie de 2014. Pas tout à fait, mais il y a une partie du virus de 1976 qu'on retrouve dans le virus de 2014. Le fait qu'il apparaisse en Guinée n'est pas une nouveauté. On savait qu'il était là. Et on savait que ça pouvait exploser à tout moment. Donc les gens n'ont pas été trop surpris. Qu'en pensez-vous de la responsabilité des États qui ne prennent pas toute la mesure de ce qui se fait? Le Gabon, c'est pareil. Nous, il se passe, chez nous, tout va bien, donc on ne prend aucune mesure. Mais votre question est très impertinente, vous avez raison. Les États ont leur part de responsabilité dans la diffusion. Mais l'État, entre guillemets, qui a le plus de responsabilité, c'est l'outil de l'Organisation mondiale de la santé, c'est le phare sanitaire du monde qui n'a pas suffisamment bien éclairé tous ces États, comme pour dans d'autres affections, tantôt trop fort, tantôt trop peu. Non. Comment enrayer l'épidémie en Afrique? C'est-à-dire que la quarantaine, bien entendu, mais est-ce qu'il y a d'autres mesures qui sont prises, par exemple au niveau des villages, pour les enterrements, pour les rassemblements humains? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Non, mais ça, c'est relativement bien fait quand c'est bien expliqué aux populations. Quand on prend le corps et qu'on s'en va avec, c'est très mal vécu. Il faut que la population voit l'inhumation de son mort et que là, elle comprendra si on en fait un élément actif de cet enterrement. Mais c'est ce qui ne s'est pas fait souvent, pas suffisamment, et ce qu'il faut absolument faire dorénavant. La participation, encore une fois, de la population est fondamentale dans la lutte. C'est un problème avant tout, avant d'être médical, sanitaire, c'est un problème de communication. Voilà encore un domaine où on n'a pas besoin des médecins. Mais justement, monsieur, au niveau de la communication, saisir cette occasion, cette opportunité pour révéler, montrer l'état des structures sanitaires en Afrique. Parce que quand même, ça se produit parce que les États sont défaillants. Et oui. Et ça a été d'autant plus difficile en Sierra Leone et au Libéria,
davantage qu'en Guinée, parce que ces deux États ont été l'objet d'une guerre civile très sévère qui ont fait que les populations se sont méfiées de tous les représentants de l'autorité, qu'elle soit sanitaire ou politique, ou les deux à la fois. On ne peut plus subir la pression des gens qui viennent de la ville pour imposer leurs lois, tellement on en a souffert de ces gens qui venaient avec un fusil à la main. Et quand on envoie des militaires au Libéria, je ne suis pas sûr, s'ils sont américains, seront peut-être bien accueillis, mais s'ils sont libériens, sûrement pas. Je pars au Tchad dimanche prochain. Et je vous remercie d'avoir contribué à ne pas trop m'inquiéter, bien que je n'étais pas trop inquiet. En revanche, j'y vais exercer mon métier de gynécologue accoucheur. Avez-vous des notions de ce qui peut se passer pour une femme enceinte atteinte du virus Ebola? On a dit pour le virus Ebola que le virus atteignait davantage les femmes que les hommes, ce qui s'avère aujourd'hui faux. Donc, de ce côté-là, il y a parité. Mais pour la grossesse, eh bien, je pense qu'une femme enceinte qui fera une infection au virus Ebola, probablement, elle perdra son gosse. Ça, c'est hautement probable. Mais votre question est peut-être pas tant celle-là que quel risque encouru pour le chirurgien ou pour le gynécologue qui intervient pendant l'accouchement. Non, ma question c'est quel risque pour le fœtus? Pour le risque de le perdre, ça c'est prouvé. Il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur enfant. Il y en a d'autres qui survivent. Hein. Comme toujours, c'est pas 100% de mortalité. Il y a des enfants qui survivent à leur mère. Et il y a même un grand nombre actuellement d'orphelins, non plus du sida, mais d'orphelins de l'Ebola. Et il y a des classes qui ont été lâchées, des institutions qui ont été fermées, les enfants dispersés, parce qu'il y avait un enfant à l'intérieur de l'école qui était suspect simplement, d'être porteur du virus Ebola. Et on a libéré comme ça, abandonné près de 200 enfants, je crois que c'était en Sierra Leone. Te sens-tu acteur, te sens-tu consulté et as-tu des idées d'action ou de réaction? Je crois, à cause du temps qui passe, être celui qui a vu le plus d'épidémies ou suivi le plus près. Martin Danis se souvient certainement dans le service de l'arrivée des journalistes qui rentraient de Kikwit au Zaïre de l'époque et qui étaient envoyés par leur journal, qui se sont présentés à leur rédaction, à leur retour, et on leur a dit « Oh là là, ne restez pas là, surtout n'entrez pas dans la salle, filez tout de suite à la Salpêtrière, allez voir au service. » Bon. Ils sont arrivés chez moi, ils se sont présentés, j'en connaissais bien l'un d'eux, qui était le fils de Fritel, un ancien néphrologue, décédé, et j'ai dit « Alors, vous entrez dans mon bureau, si vous êtes porteur du virus Ebola, qu'est-ce que je fais ?» Je dis « Ah non, vous ne pouvez pas être porteur du virus Ebola, c'est pas possible. » Eux, il y avait une méconnaissance des questions et ça m'a frappé de voir qu'à l'époque, il y avait des gens tout à fait indifférents à tout ça. Maintenant, actuellement, il y a une espèce de peur panique de la part de certains, mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas tellement pour le continent qui est concerné que pour la diffusion éventuelle sur le nôtre. Alors c'est une angoisse légitime, il ne faut pas raconter d'histoire, c'est tout à fait légitime de penser à soi. Mais de ne penser qu'à soi, c'est pas suffisant, c'est ça. Et j'aurais bien voulu dire ces choses-là. Mais j'ai l'écoute du président de la Guinée, je le connais bien, et je fais venir à l'Académie de médecine, je dois organiser la séance du 4 novembre, sur les financements innovants que devait prendre en charge Philippe Douste-Blazy. J'ai du mal à relancer, j'espère qu'il ne me fera pas défaut. Si vous le rencontrez, dites-le lui. Mais en attendant, il y aura en plus le virus Ebola à l'ordre du jour. Et je vais faire venir Sidiki Diakité, qui est l'inspecteur général de la santé en Guinée et qui connaît remarquablement ça. Je pense qu'à la tribune de l'Académie, un représentant de la Guinée parfaitement au courant de la situation
sera le plus à même de faire une bonne communication, plus même que les médecins avec ou sans frontières.